Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule sur la calinosité. Aujourd'hui, on va parler finalement de la nature vivante de l'eau. J'ai déjà fait des capsules qui en parlent. Là, je vais simplement peut-être étayer mon propos de manière beaucoup plus précise, en essayant simplement, vous voyez, d'observer ce que je vois autour de moi. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pour cette raison que très souvent, je viens ici me ressourcer, prendre tous ces ions négatifs, parce que la nature aussi me permet de comprendre sa puissance, et l'eau également. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation thérapeutique. Je ne suis moi-même pas médecin ni professionnel de santé, donc si vous êtes malade aujourd'hui, bien sûr, seul un médecin pourra poser un diagnostic. Je ne suis là que pour vous faire simplement prendre conscience de l'importance de bien s'hydrater, de bien boire, en privilégiant si possible l'eau alcalinisée que je préconise depuis maintenant 14 ans. Et je vous le rappelle, je produis 2 capsules par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors ici, on va chercher peut-être à observer, à comprendre pourquoi on parle de cette eau, notamment qu'on appelle eau vivante, mais que j'ai vu dans un article, d'ailleurs ce n'était pas de moi, d'ailleurs je tiens à le préciser, vous pouvez le retrouver sur internet, d'une eau qu'on appelle biocompatible, c'est-à-dire qui est vraiment compatible avec le vivant, en l'occurrence, bien sûr le végétal, l'humain évidemment. Donc, vous voyez, regarde autour de moi et vous voyez, je fais un petit visuel rapide sur l'eau qui coule derrière moi, vous voyez. Une des premières choses qu'on se rend compte, c'est que l'eau, vous voyez, elle est libre. C'est-à-dire que là, vous la voyez, elle circule librement, elle a des tourbillons, elle a des sinusoïdales, elle a des vortex, donc elle est à l'air libre, donc elle est là vraiment d'une manière libre. Et ça, c'est intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, cette eau, elle descend de la montagne, elle ruisselle, parmi bien sûr des roches, des terrains sédimentaires. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on doit vraiment regarder l'eau dans la nature, de quelle manière elle fonctionne. Et deuxième chose également très importante, comme on le voit ici, je suis sur un plateau très calcaire, et bien l'eau bien sûr emporte des minéraux, et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre eau on a des électrolytes, on a cette charge minérale en magnésium, en calcium, en sodium, parce que encore une fois, les terrains eux-mêmes sont chargés de ces minéraux, et donc c'est pour cette raison qu'on les retrouve d'ailleurs dans l'eau qui ruisselle derrière moi. Et vous voyez finalement sur le sujet notamment de la nature de l'eau, vous voyez tourbillonnante qui a ce flux derrière moi, cette plasticité. On a simplement découvert que notamment dans les civilisations antiques, on créé des canalisations où justement on était capable de reproduire un certain type d'écoulement de l'eau pour que justement lorsqu'on allait la récolter, peut-être souvent plus bas, dans des maisons, et bien l'eau puisse garder certaines de ses propriétés, notamment de plasticité, de fraîcheur, de pureté d'une certaine façon. Pour ça, c'est que notamment ce torrent, avec la charge qu'il a, notamment la force de l'eau, eh bien on génère également une certaine forme d'électricité, on génère des ions négatifs, on génère une eau structurée, et on s'est rendu compte que notre corps n'échappait pas à cette règle, puisque sachez que nos 100 000 km de capillaires dans notre corps, eh bien, eux également sont régis par le mouvement de l'eau que nous buvons, par le sang, qui emmène notamment tous les nutriments partout, qui nettoient notre corps. Donc sachez que même dans le corps, cette eau, via notre sang, va avoir de l'énergie, comme elle là, vous voyez derrière moi, dans ce torrent. Autre élément intéressant également à comprendre sur notamment l'eau, vous le savez, notre corps, c'est environ entre 99% d'eau chez un embryon et 55% lorsqu'on a un âge avancé. Mais sachez que sur le plan cellulaire, c'est 99,99% d'eau. Donc littéralement, nos cellules baignent dans l'eau, je vous le rappelle. Donc nous sommes littéralement des êtres, vous voyez, qui ne pouvons pas nous passer de l'eau. Et l'énergie de cette eau, elle est très importante. Alors avant de vous parler peut-être des bonnes propriétés d'une eau vraiment biocompatible et vivante, regardons finalement quelle eau nous est proposée aujourd'hui, parce que je crois qu'encore une fois, nous devons simplement être réalistes et simplement observer ce qui se passe autour de nous. Alors je vous le rappelle, on a bien sûr depuis maintenant, dans l'ère contemporaine, domestiqué l'eau, c'est-à-dire qu'on l'a rendue potable. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a encore dans le monde des endroits où l'eau n'est pas potable. Vous savez que l'eau peut être un vecteur de santé, mais également un vecteur de mort. Vous savez, je vois des gens boire de l'eau et mourir parce qu'elle contient des virus. Donc sachez, l'eau peut être un élément extrêmement, on va dire, curatif, mais ça peut être également extrêmement dangereux. Donc on sait tous qu'aujourd'hui, fort heureusement, dans nos sociétés modernes, on a pu potabiliser l'eau, mais en la potabilisant, on l'a domestiquée d'une certaine façon et on lui a enlevé beaucoup de ses caractéristiques. Et j'en veux pour preuve simplement aujourd'hui, lorsque vous prenez de l'eau classique, qui va être puisée dans des nappes phréatiques, donc qui va être simplement puisée dans le sol, vous voyez, c'est une eau qui n'aura déjà pas eu la possibilité d'être simplement mise en lumière via le soleil notamment, et elle est directement mise dans des tuyaux, dans des pompes, donc qui va la pomper sous pression. Donc vous voyez, lui donner quand même une force qu'elle n'est pas forcément habituée à avoir. Ensuite, on va la mettre dans des tuyaux qui vont être plus ou moins longs, suivant l'endroit bien sûr, on va commencer à la potabiliser dans des bassins de sédimentation.
dans des bassins, on va la traiter via du chlore, via de l'aluminium, malheureusement pour certains endroits la rendre claire. Et en fin de compte, pendant tout ce procédé, eh bien l'eau est domestiquée, l'eau est mise en cage, donc vous voyez qu'elle perd cette liberté qu'elle a dans la nature. Et pour aller même beaucoup plus loin, aujourd'hui dans certains endroits, vous êtes peut-être amusé lorsque vous baladez notamment, et on le voit notamment sur les routes, on voit ces grands châteaux d'eau, ces grands champignons. Et bien vous voyez, on a mis cette eau dans des châteaux d'eau où elle est à l'abri de la lumière, et où malheureusement aujourd'hui on a eu la bonne idée d'y installer des antennes électromagnétiques, des antennes 5G, 4G. Donc je vous laisse imaginer l'eau à quelle forme d'électromagnétisme elle est aujourd'hui malheureusement exposée, ce qui crée, vous voyez, de plus une contrainte majeure qui pèse sur l'eau. Alors ensuite, bien sûr, on le connaît, toutes les familles de la pollution qui ont, bien sûr, je parle dans beaucoup de mes capsules, vous le savez, j'ai parlé récemment des PFAS, donc ce qu'on appelle vulgairement ces particules de téflon. On pourrait bien sûr parler du mercure, du chlore, des métaux lourds, et j'en passe et des meilleurs. Mais également, si on prend l'eau en bouteille, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il existe deux alternatives majeures, c'est soit l'eau du robinet, qui, je vous le rappelle d'ailleurs, est consommée par à peu près 7 Français sur 10, en pensant qu'aujourd'hui, elle est bien sûr contrôlée. Mais malheureusement, l'eau en bouteille, vous voyez, n'échappe pas non plus à cette règle, puisque vous voyez, l'eau en bouteille, encore une fois, elle est embouteillée, souvent à proximité d'une source, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est qu'elle est mise malheureusement dans du plastique, qui est un produit chimique, qui est un produit pétrolier, et dès l'instant où vous la mettez dans un produit qui, bien sûr, n'est pas noble, tel que l'était la silice avec le verre, et bien évidemment, cette eau va se contaminer de ce plastique, puisque l'eau est un solvant, elle va être exposée au chaud, au froid, à des modes de transport, à bien sûr de l'exploitation. On va bien sûr la mettre dans des entrepôts, on va ensuite l'acheminer via des camions sur la route, on va la mettre dans un autre entrepôt qui va ensuite le livrer dans un magasin, où on va la laisser à la lumière, à la chaleur. Est-ce que vous êtes en capacité d'imaginer que cette eau va véritablement avoir le même potentiel qu'à sa source lorsqu'elle est puisée? Évidemment non, et il ne s'agit pas d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre vraiment facilement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde moderne eh bien, produit des eaux qui ne sont plus en capacité d'avoir, vous voyez, cette eau qu'on voit derrière moi, vivante, qui ruisselle, qui descend des cascades, qui a de l'énergie, et ce dont notre corps a vraiment le plus besoin. Pour donc terminer cette capsule sur finalement qu'est-ce que l'eau vivante, l'eau biocompatible, eh bien, je vais quand même me réappuyer sur un monsieur dont je vais déjà parler, qui est un Coréen, Myu-Sik Jeon, qui est un médecin, qui, je vous le rappelle, a écrit un ouvrage dont je vous remettrai à nouveau le visuel que vous avez déjà vu, qui s'appelle The Hexagonal Key, la clé hexagonale, faisant bien sûr référence à l'eau structurée. Et vous voyez, là aussi, je vous demande vraiment d'être en capacité d'observer la nature, puisque il y a deux choses qu'on connaît de manière structurée dans la nature. Vous voyez, c'est par exemple les alvéoles dans les ruches des abeilles. Et d'ailleurs, j'avais vu récemment un reportage qui m'avait vraiment fasciné, où vous voyez, un apiculteur avait simplement installé à proximité de ces ruches des endroits où des gens pouvaient simplement venir se reposer, faire la sieste. Et il a ainsi démontré que notamment, vous voyez, eh bien, simplement le fait de battement de ailes de ces abeilles eh bien, avait un effet relaxant, mais pas que, puisqu'on pense également que les structures hexagonales qui sont à proximité procurent sans doute une forme d'énergie que je ne peux pas forcément vous expliquer ici. Mais en tout cas, mais la structure hexagonale dans la nature, elle existe. Elle existe ici. Vous voyez, autour de moi, il y a un peu de neige. Eh bien, sachez que, si vous prenez le temps de vous informer, sachez que chaque flocon de neige qui tombe, eh bien, il n'y en a pas un seul qui est structuré de la même manière. Ça, c'est une des caractéristiques de la neige, c'est qu'également, elle est structurée, et on s'est également rendu compte, et ça, c'est Myu-Sik Jeon qui le dit, que également la neige fait partie, notamment pour différents éléments vivants, et je l'avais également expliqué, notamment sur la végétation, et notamment dans les champs, sur les cultures, que cette eau favoriserait la croissance de certains végétaux. Et donc, on comprend mieux tout de suite qu'une eau structurée, elle va bien sûr favoriser le vivant, favoriser bien sûr une meilleure énergie de cette eau. Et c'est pour cette raison que Myu-Sik Jeon nous parle de l'eau hexagonale, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, pour citer Myu-Sik Jeon, puisque j'ai repris le temps de lire certains des passages de son ouvrage, il vous dit en fin de compte la qualité structurelle de l'eau que l'on peut qualifier de morte ou de vivante est fondamentale pour votre santé. Donc, vous voyez, par opposition, on a parlé tout à l'heure d'eau morte, et encore l'eau morte, je ne crois pas que ce soit vraiment le terme exact. Je pense que c'est tout vraiment qui n'a pas d'énergie, je dirais plutôt. Il y a une différence énorme entre une eau vivante et une eau bien sûr morte. L'eau qui a une structure hexagonale a la plus grande capacité énergétique. Vous voyez qu'encore une fois, l'idée d'énergie est ici
fondamentale lorsqu'on parle notamment du rôle de l'eau dans le corps. Elle a une plus grande capacité de travail. Là, vous voyez, j'évoquais le fait dans votre corps, via notamment tous les mécanismes métaboliques, l'eau circule partout avec de l'énergie. Il y a bien sûr des échanges d'ions, d'électrons. Donc dans votre corps, il se passe une chimie extrêmement importante. Et de l'eau vivante, bien sûr, eh bien, elle va activer cette chimie, elle va la renforcer, elle va l'améliorer évidemment. On vous dit qu'elle a une expulsion des déchets plus profonde. Ça, on le sait aujourd'hui. On s'est rendu compte notamment que lorsqu'on boit de l'eau alcaline ionisée, et ça sera d'ailleurs l'objet d'une de mes prochaines capsules, d'expliquer notamment la problématique des déchets dans le corps, que cette eau est en capacité d'avoir un nettoyage beaucoup plus profond sur le plan cellulaire, et c'est ce qui la rend vraiment très intéressante. Myung-Sik Jeon parle également du bon fonctionnement de l'ADN, des réactions enzymatiques, des fonctions métaboliques. Évidemment, on comprend mieux dès l'instant où une eau est de qualité, où cette eau a cette plasticité, vous voyez cet aspect vivant qu'on voit derrière moi. Je fais exprès de vous montrer encore une fois ce visuel d'une eau vivante qui bouge, qui tourbillonne. Eh bien évidemment, c'est une eau qui va être véritablement un cadeau pour notre corps. En deuxième lieu, et ça a été également documenté par un monsieur qui s'appelle le professeur Fritz Albert Popp en 1970, qui a découvert que tous les organismes vivants émettent de la lumière, ce qu'on appelle des biophotons. Et on s'est rendu compte que l'eau, bien sûr, contenait également ces biophotons, cette lumière. Et Myung-Sik Jeon qui l'évoque également, que l'eau structurelle émet de la lumière lorsqu'elle a cette forme hexagonale, et que ceux-ci émettent de l'énergie liée à la santé ou à la maladie. Et bien pour lui aujourd'hui, la structure d'une eau va littéralement indiquer une bonne santé ou une mauvaise santé cellulaire, voire même la maladie, voire même la santé. Et pour terminer sur ces biophotons, sachez que bien sûr la nourriture aujourd'hui ne fait pas défaut à malheureusement cette problématique. Mais ce qui est expliqué ici justement, c'est que finalement, comme cette nourriture industrielle, vous voyez que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, malheureusement, eh bien, lorsqu'on la mesure, elle a un très faible niveau de biophotons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours lié à cette notion d'énergie. Vous voyez, on peut imaginer une ampoule. Eh bien, on pourrait simplement imaginer qu'une eau structurée a, vous voyez, vraiment un éclat très puissant de cette ampoule. A contrario, une eau qui est faiblement comme l'eau du robinet en bouteille aurait une très faible intensité de lumière. Et c'est ce qui est expliqué ici. Et on vous dit que cette eau, elle affecte directement, bien sûr, les cellules du corps, puisqu'elle transmet de l'énergie à toutes les cellules. Vous savez que nos cellules communiquent, et ça, c'est extrêmement complexe. Je n'ai pas rentré dans le sujet, mais il y a beaucoup d'ouvrages qui expliquent que notamment comment l'eau permet une communication cellulaire via notamment des échanges électriques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on mesure cette eau structurée, eh bien, on a des niveaux de 6 à 7% plus élevés que de l'eau standard et des champs bioénergétiques extrêmement importants. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un de très pragmatique qui aime bien regarder, observer les choses, essayer de comprendre les choses de manière très simple, sans les compliquer. Et vous voyez, finalement, cette eau vivante autour de moi me permet vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, une eau avec de l'énergie, c'est l'eau qu'il nous faut. Et on comprend facilement que finalement, une ionisation, eh bien, c'est un artefact, encore une fois, je le dis souvent, de ce qui se passe dans la nature, que malheureusement, nous n'avons plus dans nos maisons via les eaux domestiques de nos robinets, via le fait qu'elles soient malheureusement domestiquées. On l'a vu dans des conditions qui sont vraiment épouvantables. Je vous le rappelle, on met cette eau dans des longues tuyauteries à angle droit qui la cassent véritablement, notamment sur sa plasticité. Et on comprend facilement que ces eaux, malheureusement, ne peuvent plus nous donner la possibilité à la fois de nous hydrater correctement, mais également de pouvoir nous nettoyer sur le plan cellulaire. A l'inverse, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée a ce potentiel et ces trois propriétés vraiment fantastiques qui sont intimement corrélées. La première, je vous le rappelle, c'est une eau alcaline, donc qui va être là pour tamponner l'acidité tel un buvard et pour également renforcer les tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va lutter contre la rouille cellulaire, contre le stress oxydatif, responsable à la fois du vieillissement prématuré de notre peau, mais également de nos cellules qui sont attaquées par ces radicaux libres. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, on vient de parler d'eau hexagonale, d'eau structurée, donc qui va permettre, vous l'avez vu tout à l'heure, une meilleure communication cellulaire, une meilleure hydratation, une meilleure utilisation des nutriments, et qui va véritablement faire que cette eau, eh bien, est l'eau que finalement tout le monde devrait boire aujourd'hui pour simplement se prémunir de toute la problématique que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé, que mon environnement est magnifique. Je vous laisse encore en profiter quelques instants. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.